Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. C'est un troisième mi-temps. Nous sommes donc mercredi sur RTI 2. Nous allons parler aujourd'hui de Côte d'Ivoire-Gambie, qui, comme donc pour les éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil, la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-0. Est-ce que ça signifie que les éléphants de Côte d'Ivoire ont retrouvé leur rythme? Est-ce que c'est satisfaisant pour tout le monde ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a vu une équipe qui a su réagir? Toutes ces questions, nous allons donc en parler au cours donc de cette émission. Et puis la France qui voit son rêve un tout petit peu brisé. La France pensait que face à l'équipe d'Espagne, les choses allaient être faciles. Mais la France est finalement tombée 1-0. La SEC Mimosa en Coupe nationale s'impose face aux champions actuellement de ce championnat Ligue 1, le Sport de San Pedro, battu, tenez-vous bien, 2-0. Ça signifie que certainement la SEC Mimosa a retrouvé du rythme. L'Africa Sport d'Abidjan qui est tombé 1-0, qui est tombé face à l'équipe de l'Athletic Club d'Adjamé en Coupe nationale, et puis l'équipe de la FAT battue par Coton Sport. Deux équipes qui ont perdu et qui se retrouvent à l'occasion de la 17e journée de la Ligue 1. Qu'est-ce qui va se passer au stade Robert Champroux de Marcory dimanche? Nous allons en parler enfin du rythme du côté de l'Afro-Basketball. Le lancement officiel a eu lieu. Ça signifie tout simplement que l'Afro-Basket, pour le moment, se porte bien et que cette Coupe d'Afrique des Nations va bien se dérouler ici en Côte d'Ivoire. Messieurs, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient au stade Félix Houphouët-Boigny le week-end. Vous les avez vus jouer. Est-ce que le score de 3-0 face à la Gambie signifie que les joueurs de la Côte d'Ivoire ont su réagir après la Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, il était important que les éléphants reprennent leur campagne de Coupe du Monde avec une victoire. Important sur le plan psychologique parce que c'était vraiment une équipe qui avait le moral à zéro, qui repartait, n'est-ce pas, après la débâcle d'Afrique du Sud. C'était important par rapport à l'effectif qui avait été utilisé, c'était important également par rapport au public parce qu'une équipe sans ses supporters, n'est-ce pas, eh bien, ce n'est pas une véritable équipe de football. Alors, les éléphants ont gagné 3-0. Nous aurons l'occasion de parler du match, mais d'une manière générale, c'est un sentiment global de satisfaction qui ressort, n'est-ce pas, de cette rencontre. Aka Emmanuel? Disons que du point de vue comptable, 3 points, 3 buts, c'est acceptable. C'est même mieux, c'est même bon. Et puis, il fallait peut-être aussi renouer avec la victoire après la déception qu'on a connue en Afrique du Sud. Donc le score en lui-même est bon. Maintenant, il y a, comme toujours, du bon et du moins bon. Peut-être que nous aurons le temps de revenir là-dessus. Mais dans l'ensemble, disons que 3 points, c'est prenable. C'est déjà ça le prix, quoi. Alors, Koulibaly, c'est nous? Oui, disons que 3 points et puis 3 buts au goal à l'virage, je pense que c'est bon pour le moral. Mais il ne faut pas pavoiser. C'est vrai qu'on a pris 3 points, mais 3 points face à qui? Face à la Gambie, qui est classée quatrième africain, quatrième mondial. Puis voilà, il faut pas se voiler la face. On a pris 3 points, mais il n'y a rien eu. Voilà. Cholio. Moi, je pense que ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un événement aussi. La Côte d'Ivoire qui bat la Gambie 3-0, j'ai été surpris des réactions de certaines personnes. Mais je pense qu'il faut rester humble. Moi, honnêtement, je ne suis pas surpris. Et puis, ce 3-0, c'est vrai, sur le plan comptable, c'est bon. Nous sommes leaders de notre poule. Mais au-delà de cela, peut-être que c'était 3-0 contre le Nigeria ou la Zambie. On allait les applaudir. Mais 3-0 contre la Gambie, bon, je pense qu'il faut rester vraiment humble. Et là, la suite, on va voir. À la limite, on pourrait dire, avec sans péril, on triomphe. Ils ont su réagir. Disons que il faut tenir compte de la qualité de l'adversaire qui était en face. Parce que les Gambiens, à mon sens, je ne sais pas s'ils étaient venus pour limiter la casse,
Mais les incursions qu'ils ont eues dans notre bastion défensif peuvent se compter au bout des doigts. Oui, et puis il faut dire que dans cette partie, quand on a vu le match, il y a eu 45 minutes vraiment terne. Vraiment terne. une prestation vraiment à la limite du n'importe quoi de la part des Comment éléphants. vous avez jugé le sans jeu jeu véritable. Hein. Comment vous avez jugé le niveau du jeu des éléphants? Moi, j'ai vu une équipe à deux visages. Première mi-temps, une équipe moribonde des éléphants. Lorsqu'on a comptabilisé, aucun corner, aucun coup franc, vraiment une équipe, un jeu terne. En deuxième mi-temps, on a vu, il y a eu l'éclair de Gervinho. L'éclair de Gervinho qui a vraiment fait la différence. Et là, il faut se le dire, c'est ce danger-là qui guette cette équipe de Côte d'Ivoire depuis quelques saisons. En 2002, au Mali, chose qu'on appelle... en 2002, contre le Mali en demi-finale, un match bloqué, il a fallu Gervinho pour décanter la situation. En finale, contre la Zambie, il y a eu un plan anti-Gervinho. Gervinho n'a rien joué. Ensuite, ça s'est répété à la CAN 2013 face au Nigeria. Le plan anti-Gervinho, les éléphants ont été éliminés. Aujourd'hui, tu enlèves Gervinho de cette équipe, il n'y a rien. Collectivement, cette équipe n'est pas présente. Collectivement, cette équipe n'est pas présente. Gervinho, il y a un degré moindre. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on minimise cette performance des éléphants. C'était véritablement une bonne performance. Pourquoi? Parce que, vous savez, les éléphants, on est considérés comme le Barça des équipes nationales. Les gens ne savent pas encore que nous sommes moins forts qu'avant. Donc quand ils viennent, ils bloquent le jeu. Le numéro 21 est seul resté en pointe. Le numéro 10 qui est le meneur de jeu et attaquant, meilleur joueur de cette équipe de Gambie, il venait au pressing sur Yaya Etioté. Et tu avais deux rideaux de 4 joueurs. C'était difficile. Alors les éléphants étaient obligés de travailler, de faire des échanges de balles. Attention, ils vont aller plus vite, mais je vous assure que les gens étaient venus bloquer le jeu et il faut s'attendre à ce schéma-là quand on rencontrera des équipes africaines. Ils vont bloquer, ils vont éviter, parce qu'ils ne savent pas qu'on est plus aussi fort qu'avant. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Oui, le problème c'est ça. Ce n'est pas toujours que les éléphants vont dérouler en roue libre. Ce n'est pas toujours. Alors si chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, l'équipe ne peut plus jouer, mais ce n'est pas la peine. Ce que moi j'ai constaté lors du dernier match, c'est qu'en première mi-temps, on a eu l'impression que nous avions affaire à une équipe qui ne savait pas exactement qu'est-ce que faire quand ils étaient en phase offensive. Le ballon circulait de gauche à droite, mais aucune percussion, aucune mainmise sur l'aspect offensif, au point où on a eu l'impression, par moment, qu'après avoir circulé, on s'en remet au talent individuel des joueurs. Et c'est ce qui a fait que Gervinho, par son talent individuel, a pu débloquer la situation en deuxième mi-temps. Mais ça, c'est grave. Parce que dans une équipe, une attaque, le jeu d'attaque repose sur un schéma. Un schéma qu'on travaille à l'entraînement, on sait exactement. Prenez en première mi-temps. Gervinho a fait au moins 2 retraits et il ne trouvait personne pour reprendre le ballon. Quand il y a le ballon, ça circule, mais le jeu est lent, ça permet aux gens de se regrouper, aucune vitesse, aucune action. On va nous dire que c'est le premier match, peut-être qu'on est un peu trop exigeant, on va attendre de voir ce que ça a donné, mais sur ce match-là, vraiment, dans le fond, il y a des problèmes. Ce jeu-là de la Côte d'Ivoire, finalement, risque de nous tuer. Parce qu'il n'y a pas eu de rythme, même si les adversaires sont regroupés derrière, comme le dit Aimé, il faut s'attendre à ces schémas. Tout le monde vient pour défendre contre les éléphants. En majorité. La majorité des équipes qui jouent contre les éléphants ont un schéma défensif très élaboré. Donc, à partir de ce moment, il faut donner de la vivacité au jeu. Il n'y a pas eu de vivacité. Quand on parle de jeu terne en première période, il n'y a pas eu de vivacité. Et comme le soulignait Aka, quand vous avez quelqu'un comme Bonny Wilfried, qui reste totalement dans la nasse, au milieu de 3 ou 4 défenseurs centraux, et qui n'arrive pas à sortir, à s'extirper, et que Kalou n'arrive pas à faire, voilà, on n'arrive pas à l'alimenter, on joue de manière latérale, on n'arrive pas à entrer dans les 18 mètres adverses, à partir de ce moment, il n'y a pas de jeu. Et il n'y a pas eu de jeu en première période. C'est ce qu'on est en train de dire. Cholio ? Oui, justement, ça, aujourd'hui, c'est intéressant, parce que là, on parle du jeu. Là. Oui. On parle du jeu des éléphants. Maintenant, l'inquiétude, là, ça demeure. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver la parade. L'équation Gervinho, si on enlève de cette équipe, il n'y a plus de jeu. Là, quand même, j'arrive, je m'explique.
Si je l'enlève là, cette équipe est bloquée. Et aujourd'hui, je vous le dis, toutes les équipes qui vont se présenter face à la Côte d'Ivoire vont forcément schématiser, dessiner un plan anti-Gervinho. Et il faut chercher à résoudre ce problème. Parce que si on ne le résout pas, on aura des difficultés face à des équipes plus expérimentées, plus aguerries tactiquement. On l'a vu contre le Nigeria en quart de finale de la CAN. Il y a eu la NAS derrière Gervinho. Les éléphants ont été boutés hors de compétition. Et demain, on va se déplacer en Tanzanie, en Gambie. Les Gambiens ne vont plus jouer comme ils l'ont fait à Abidjan, de la même manière à Abidjan. Il faut s'attendre à autre chose. Il faut s'attendre à ce qu'ils bloquent le côté. Il faut s'attendre. Est-ce que Lamouchi, maintenant, c'est là qu'on va voir Lamouchi. Est-ce qu'il est capable de nous présenter autre chose? Justement, c'est là que ça devient... Parce que tout à l'heure, je parlais de jeu d'attaque qui obéit à un schéma. Si le jeu d'attaque obéit à un schéma, tous les joueurs peuvent être intégrés dans ce schéma. Parler de schéma, ça veut dire savoir exactement, quand le ballon se trouve sur le côté gauche, comment doivent se comporter les attaquants sur le côté droit ou dans le milieu de terrain. Si les liés débordent, comment réceptionner le ballon. C'est ça le jeu d'attaque. Mais si on n'a pas ce schéma de jeu d'attaque et qu'on s'en remet chaque fois aux exploits individuels, il est évident que si ces individus sont bloqués, le jeu est complètement, disons, bloqué. Le jeu est complètement terne. Et c'est de là que vient le danger. C'est inadmissible qu'un joueur comme Boni Wilfried, qui est bon de la tête, qui généralement demande le ballon en retrait, c'est vraiment symptomatique qu'en première mi-temps, il n'est pas reçu. Je ne sais pas combien de balles on peut compter, les balles que Boni Wilfried a reçues. Les balles que Kalou a permis. À l'approche des buts, on a l'impression que c'est l'improvisation. Chacun fait selon son inspiration. Ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois, mais ça ne peut pas marcher tout le temps pendant les 90 minutes. Et les nouveaux, en gros, ce qu'il faut retenir, oui, il n'y a pas de certitude dans le jeu des éléphants. C'est pour ça aucune certitude. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux qu'on a injectés. Mais justement, il faut prendre le risque de créer des surprises par moment. Sinon, aujourd'hui, là, tout le monde connaît notre jeu. C'est Drogba, Kalou, Gervinho, Boni Wilfried, Kalou, Gervinho. Alors, on a en ligne Dago Charles qui a suivi cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez remarqué, Dago Charles? Oui, bonsoir Sébastien Ounier, bonsoir mes chers confrères et consultants. Enfin, je suis entièrement d'accord avec tous mes amis, les ennemis, au jeu des éléphants. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que, bon, mais malheureusement, sans Gervinho, cette équipe-là n'arrive pas à trouver la solution offensive. Et c'est ce qui est dommage. Ce qui voudrait dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de talent extraordinaire en dehors de Gervinho qui puisse, pour moi, dans une certaine mesure, titiller n'importe quelle défense. Et ça nous posera un véritable problème dans les différents matchs à venir. Voilà un peu. Et donc, quand on est à la première mi-temps, les gens sont passés à côté du sujet. Mais comme en général, en deuxième mi-temps, on se réveille, c'est quand même bien réveillé, mais à voir les actions individuelles menées par Gervinho, on se rend compte que cette équipe repose plus sur des individualités que sur un collectif. Et donc, à mon sens, les éléphants ne font pas peur aux gens. Parce que si on a un entraîneur, comme l'a dit Cholet Dumondé, tactiquement mieux et conscient des capacités, je dirais, intellectuelles, sinon techniques des éléphants, saura facilement nous contrer. C'est ce qui est le cas des équipes maghrébines, en l'occurrence l'Égypte, qui arrive à nous contrer facilement. Donc c'est dommage, mais malheureusement, on doit faire avec. Bravo à Gervinho de nous avoir montré que, bon, mais aujourd'hui, il est l'homme à tout faire de l'équipe. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, merci à vous, Dago Charles, pour votre participation. Alors, l'inquiétude est un peu partout, partagée par les Ivoiriens. Il n'y a qu'un seul joueur qui essaie de tirer toujours l'équipe vers l'avant et marquer. Maintenant, il faut quand même rester mesuré. Hein. Il ne joue pas tout seul. Il ne joue pas tout seul. Disons que dans ces phases de jeu, il arrive vraiment à faire l'essentiel. Mais son replacement défensif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça aussi. Bon, peut-être qu'on ne peut pas lui demander en même temps de faire un travail défensif et un travail offensif. Mais ce qu'on constate, c'est que notre attaque ne vaut
que par des exploits individuels. En l'occurrence, quand Gervinho est dans un beau jour. C'est ce qui est inquiétant. Juste, allez-y. Juste, tout à l'heure, vous avez parlé des nouveaux. Moi, j'ai été choqué. Choqué du coaching de Sabri Lamouchi à 15 minutes de la fin, au moment où la Côte d'Ivoire mène 3-0. Bamba se blesse. Il remplace Bamba par Kolo Touré. Mais Kolo Touré, on n'a pas besoin dans ce match. On connaît déjà Kolo Touré. C'est ça. On le connaît déjà, Kolo Touré. Moi, honnêtement, je proposais, Bamba se blesse. Angwa Brou, qui jouait latéral gauche, non, latéral droit. C'est un... Il joue dans l'as. C'est un stopper. Il est polyvalent. Il joue dans l'as. Mais il n'avait qu'à le décaler auprès de Zokora. Angwa Brou, ce n'est pas un nouveau. C'est la génération des Bamba Souleymane, des Gervinho, de tout ça. Ils ont joué les JO ensemble. Mais il n'a qu'à le décaler auprès de Zokora et nous montrer à quoi pro un latéral droit de métier qui est l'une des promesses à ce poste. Parce que ce poste-là, on a des difficultés. Eboué est sur la fin, on voulait voir à quoi pro. C'était vraiment une curiosité. Tout le public attendait ça. Voir un peu comment ce garçon allait se comporter au niveau de ses déplacements, son animation, dans le jeu de couloir. Au moins en 15 minutes, on pourrait apprécier. On menait déjà 3. Il n'a pas voulu prendre des risques, certainement. Non, mais justement, ce que dit Choalio est tellement vrai, parce que si tu ne procèdes pas à des expériences, peut-être c'est trop dire, mais si tu ne prends pas de risques dans ce genre de match face à un adversaire qui est à notre portée, ce n'est pas maintenant, quand la compétition va s'endurcir et qu'on va arriver vers la fin, qu'on va essayer d'intégrer les nouveaux. Leur intégration doit se faire par petites doses. Comme on a vu Serré, mais il aurait fallu intégrer beaucoup d'autres jeunes gens par rapport à Kalou qu'on connaît déjà, par rapport à Kolo qu'on connaît déjà. Je pense qu'il aurait été plus intéressant pour l'entraîneur de voir, face à une équipe de cette envergure-là, comment notre équipe peut se comporter sans les ténors traditionnels. Parce que d'ici peu de temps, ces ténors traditionnels-là vont repartir. Une précision. Tu mènes déjà 3-0. Il n'y a pas de danger. Il y a 10 minutes. 10 minutes, 3-0 à domicile. Et face à une équipe recroquevillée. Tu nous présentes Kolo Touré. C'est vrai qu'on n'a rien contre Kolo, mais on devrait quand même voir quelques nouveaux. Parce que eux, c'est l'avenir de cette équipe. Voilà, merci à vous, messieurs. Nous pensons que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va essayer, on va essayer ensemble de trouver beaucoup de solutions. Je pense que Lamouchi a eu le temps de voir cette équipe. Grand temps. Et il faut trouver beaucoup de solutions parce que les choses... Mais par contre, il y a un aspect que tu n'as pas souligné, Sébastien, c'est la désaffection du public. Oui, bien entendu. Tu n'en parles pas, mais c'est un signe annonciateur. C'est un signe, voilà, c'est un signe qui ne trompe pas, parce que généralement, quand les éléphants reviennent en Côte d'Ivoire après une longue expédition, c'est la mobilisation totale. Comment expliquer ce manque de, comment on appelle, d'enthousiasme? Comment expliquer le faible public qui était au stade de Fouboigny? Il y a des questions à se poser. Au-delà de la mobilisation, parce que nous sommes en train de jouer un jeu très dangereux. Très dangereux. On parle de reconstruction, mais on veut se cacher. On n'a pas à se cacher. La reconstruction doit se faire maintenant. Ça va nous rattraper dans 1 an, 2 ans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si on se cache maintenant, dans 1 an, 2 ans, on sera rattrapé par ça. Donc, moi je le dis, il faut dès maintenant insérer. On ne dit pas à Lamouchi de casser l'équipe. Il ne va pas casser. En matière de nouveauté, on a été assez déçus. Il faut bien le dire. Serré est venu, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il nous a agréablement surpris par sa tenue de balle, par son placement sur le terrain, par sa disponibilité. Mais c'était le seul. C'était le seul. Il a raté un nombre incalculable de... Oh, l'ensemble, il a été... Voilà. Il n'y en avait qu'un seul. C'était lui le seul. Ça a été le seul nouveau. Je pense que ça va. Je pense que l'entraîneur... C'est lui qui a joué, c'est le seul qui a joué, c'est le seul nouveau. Je pense que l'entraîneur va essayer de
de réagir la prochaine fois. possibilité Les choses vont changer. Non. Les choses vont changer la prochaine fois. Sébastien, On va avancer, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on nous tourne en bourrique. C'est-à-dire que comme l'opinion publique et la presse ont critiqué, il faut insérer de nouveaux. On fait appel à des nouveaux, on les jette sur le banc, on les met dans la tribune. Et puis on non, mais ça va, je partage partage parfaitement votre avis, mais je pense que ça va venir. Oui, ça va venir. Par rapport au public, je pense qu'il faut faire très attention. La fédération doit faire très attention. Parce que la désaffection n'est pas seulement due aux résultats catastrophiques que nous avons eus en Afrique du Sud. C'est dû au fait aussi que les Ivoiriens n'ont pas l'impression que l'équipe nationale leur appartient. Il y a un déficit de communication qui fait que l'équipe nationale est fermée comme si c'était une propriété privée de la fédération. Les Ivoiriens ne savent pas. Les Ivoiriens veulent comprendre comment marche leur équipe nationale. Pourquoi ça n'a pas marché en Afrique du Sud? Ouvrez faites de telle sorte que l'Ivoirien adhère à son équipe nationale. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais on va avancer, s'il vous plaît. Alors, messieurs, il y a de l'autre côté, toujours pour le compte des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil, la France qui était également très attendue, et la France qui, face à l'équipe d'Espagne, n'a pas réussi donc à trouver cette solution, se qualifier. Maintenant, on pense beaucoup plus au barrage. Est-ce que vous pensez, selon vous, que les choses seront maintenant faciles pour cette équipe de France? Eh bien, la France rencontrait l'Espagne, double championne d'Europe et championne du monde dans l'intervalle. D'accord? Elle avait conscience de la difficulté de la tâche. Mais entre avoir conscience de la difficulté de la tâche et jouer contre un adversaire en reconnaissant sa supériorité, en acceptant sa supériorité, en ne cherchant pas à contester cette supériorité, la France allait vers le résultat qu'on a vu. Et le résultat 1-0 est même flatteur pour cette équipe de France. Donc je pense que c'était dès le départ que c'était faussé. Deschamps a beau dire qu'il allait chercher à gagner, en fait on s'est aperçu qu'il cherchait plutôt le nul. Il a fait un peu comme Laurent Blanc qui a doublé le poste d'arrière droit à cause d'Iniesta lors de l'Euro, et on a vu ce que ça a donné. La France n'a pas voulu jouer avec ses propres armes parce que la France se disait qu'elle était inférieure à cette équipe d'Espagne. Or, pour passer, il fallait la bousculer. Et je pense qu'il y a eu trois faits qui ont cassé le match et qui a permis à l'Espagne de s'imposer. Ça a d'abord été le non-jeu de Jallet sur le côté droit, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il a été totalement bouffé par Montoya. Et puis, il y a eu l'expulsion de Pogba, je pense qu'il a déstabilisé un peu l'équipe de France. Et il y a surtout eu l'inexistence de Benzema sur la pointe de l'attaque. Je pense que les trois faits combinés ont fait qu'il était difficile à cette équipe de France-là de pouvoir s'imposer, même si elle jouait à domicile. C'est vrai que Ribéry a loupé une occasion d'entrée de jeu qui aurait pu changer la physionomie du match. Mais on a senti les Espagnols beaucoup plus présents que par rapport à leur match face à la Finlande. On essaie toujours Benzema, mais ça ne marche pas. Oui, pourquoi on ne prend pas le risque de changer carrément? On parle de Jallet, de Benzema, mais il ne faut pas oublier Patrice Evra. Il était quasiment à la rue. Et quasiment à la rue, son côté était un boulevard. Toutes les actions dangereuses transitaient par ce côté-là. Aujourd'hui, défensivement, les Français ont eu beaucoup de difficultés, surtout sur le côté Jallet et Evra. Ça a été vraiment très difficile pour eux. Mais moi, je ne vois pas où est le problème. Une défaite de la France face à l'Espagne, c'est un juste retour des choses. Bon, on y croyait tellement pour vous y croyez, vous. La France. Pas moi. C'est un juste retour des choses. Je crois que il y a une attitude qui est quand même assez symptomatique quand les équipes jouent contre l'Espagne. Le premier souci, c'est de chercher à défendre. Le premier souci, c'est de chercher à défendre. Or, plus vous passez le temps dans votre camp avec l'Espagne et Barcelone, plus vous multipliez les chances d'encaisser des buts. Plus vous multipliez les chances d'encaisser les buts. Et si vous avez remarqué, toutes les équipes qui essaient de jouer crânement leurs chances contre l'Espagne parviennent à leur poser des problèmes. On l'a vu avec la Suisse lors de la Coupe du Monde 2000. Voilà. On l'a vu avec tout dernièrement. Les Français même un but partout. Bon, les Français un but. Et tout dernièrement, leur dernier match, la Finlande, un en Espagne. Toutes les équipes qui osent jouer contre l'Espagne ont encore un peu de chance. Ou alors il faut chercher vraiment à bloquer les espaces, comme Milan l'a fait lors du match arrêté contre Barcelone, mais ça ne réussit pas toujours. Si vous passez votre temps à défendre contre l'Espagne,
vous allez terminer forcément par prendre un but. Et on parle au départ en disant les Espagnols, on ne va pas leur disputer le ballon, on ne peut pas leur disputer le ballon parce qu'ils ont un pourcentage de possession de balle qui est supérieur. Il est supérieur, mais enfin 71 à 29, c'est quand même exagéré, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on laisse le jeu aux Espagnols. Et malheureusement, les balles, parce que pour prendre cette équipe de l'Espagne, je ne suis pas expert, hein, mais pour prendre cette équipe d'Espagne, il faut jouer vite dès qu'on a récupéré le ballon. Il faut jouer très vite, notamment sur les côtés, où ils ont des latéraux qui participent beaucoup au jeu. Or, malheureusement, toutes les équipes qui récupèrent le ballon traînent à faire des petites passes. Si Chelsea est parvenu à marquer Barcelone à 2 reprises, c'est exactement de cette manière. Dès qu'ils ont récupéré, on recherche tout de suite la profondeur, l'espace libre. Quelqu'un s'engage de l'espace. Parce que les défenseurs, les latéraux ne reviennent pas très souvent. Et puis justement, sur le plan offensif, avec Benzema, qui est vraiment, pas en perte de vitesse, mais qui n'est pas en confiance. Moi, j'aurais préféré un Giroud qui marche bien. Avec une seule pointe, ça a été très difficile. S'il avait titularisé Giroud auprès de Benzema, ça peut être une solution. Comme quoi, partout, il y a des entraîneurs que nous ne parvenons pas à comprendre. Souvent. Alors, Bakayoko Kapi, vous êtes en ligne. Vous avez suivi donc cette opposition France-Espagne. Qu'est-ce que vous avez retenu? Bonsoir Sébastien, bonsoir à toute l'équipe sur le plateau de 3e mi-temps. Ce que moi je note dans l'attitude de l'équipe de France, c'est qu'elle est arrivée complexée. Elle a joué pour ne pas perdre. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, il nous arrive toujours ce dont nous avons peur. Les Français sont arrivés la peur au ventre en ayant le souci de ne pas avoir la défaite dont ils avaient peur. Et ça n'a pas raté, ils ont perdu. Ils ont laissé le jeu aux Espagnols, pas parce qu'ils le voulaient, mais par impuissance. Quand on a devant soi un adversaire qui joue aussi bien au ballon, qui a une si grande capacité collective de conservation du ballon, la première chose à opposer à cette équipe, lorsqu'on récupère le ballon, c'est d'augmenter son temps de possession de ballon. Donc de ne pas rendre le ballon trop rapidement. Or, ce qui se passe, c'est que tout le monde se dit que face aux Espagnols, dès qu'on a récupéré le ballon, il faut tout de suite rechercher un jeu rapide en allant vers les axes qu'ils ont un peu abandonnés dans leur jeu offensif. Cela demande premièrement que le joueur qui a le ballon ait le temps d'un geste très précis. Or, les Espagnols pressent très haut tout de suite à la perte du ballon. Donc, plutôt que de rechercher des gestes difficiles tout de suite, il faut multiplier les passes pour augmenter la possession et priver cet adversaire dont le collectif est très fort de ballon pendant un moment pour qu'eux aussi passent du temps à défendre. Ça passe par le jeu. Oui, ça passe par le jeu et surtout par la confiance en fait. Ça passe par la confiance. Je dis, il faut avoir un minimum de confiance en son collectif, en ses capacités de conservation collective du ballon. Or, tout le monde considère aujourd'hui que l'Espagne, on ne peut pas les priver de ballon, que c'est normal qu'ils aient 70% de possession. Mais 70% de possession, ça veut dire que 70% du temps, vous courez après le ballon dans un rôle défensif. Or, le jeu défensif demande plus d'énergie que le jeu offensif. Donc, vous vous épuisez plus. Moi, je retiens simplement que la France a joué hier pour ne pas perdre, elle a perdu. L'Espagne avait besoin de gagner. Elle est venue sans complexe, a joué son jeu. Sûr d'elle-même. Voilà. L'Espagne est toujours sûre d'elle-même. C'est un principe en Espagne. On a jusqu'au coup de sifflet final. Mais l'important, c'est de jouer son football. Eux jouent leur football. Quel que soit l'adversaire, ils jouent ce qu'ils savent faire. Et c'est l'adversaire qui est chaque fois obligé de s'adapter à leur jeu. Mais donc, déjà, sur ce plan, ça veut dire qu'ils ont un avantage sur l'adversaire. Si on est obligé de jouer comme moi je joue, donc on est sur mon terrain. C'est donc moi qui suis avantagé. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bakayoko Kapi. Merci pour ces enseignements, parce que vous avez bien suivi ce match entre l'équipe de la France et l'Espagne. Maintenant, la question que les Français se posent, est-ce que ce rêve est permis? Parce qu'aujourd'hui, attention, je pense que les choses ne seront pas aussi faciles, parce qu'il reste quelques matchs. Il faut être réaliste. Les Français même au départ tablent toujours sur la 2e place.
Côte d'Ivoire, on aura donc la Ligue 1. Il ne faut pas oublier que les équipes de la SEC Mimosa, surtout la SEC Mimosa, l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, l'équipe de l'AFAD, ce sont des équipes qui sont très attendues pour ce week-end parce que nous savons que la SEC, qui a réussi, après sa sortie du Burkina Faso, a réussi donc à sortir également cette équipe du COE Sport de San Pedro. Il fallait oser. Est-ce que vous pensez que la SEC a retrouvé son rythme aujourd'hui? Oh, il y a un mois, on disait déjà cela. Après les premiers pas de... Comment il s'appelle le nouvel entraîneur là? Gigi. Après les 2 premiers matchs de Gigi, on était en train de s'extasier. Et par la suite, la SEC a connu un petit passage à vide. Mais espérons tout simplement que la victoire à Ouaga, plus celle-là va donner un peu plus de confiance à l'équipe de la SEC. Sinon, le COE et la FAD, pour l'instant, à mon sens, jouent un rôle libre. Il faut dire qu'il y avait aussi un esprit de revanche derrière. C'est ça. Puisqu'en championnat, on a vu comment le COE avait piétiné cette équipe de la SEC. Et il y avait cet esprit revanchard qui a dû jouer. Mais au décompte du COE, il faut dire que le COE jouait sans 2 ou 3 joueurs clés qui ont énormément manqué. Zougoula, Kevin n'était pas de la partie. Et il y avait Okansé qui n'était pas de la partie. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Quand on connaît le rôle primordial que ces joueurs-là ont dans le dispositif tactique du COE, je pense que c'était à l'avantage de la SEC. Mais c'est bien de voir la SEC essayer de se remettre dans le sens de la marche. Mais il ne faut pas pavoiser, comme le dit Aka, parce que dans ces championnats-là, on n'est jamais à l'abri. Voilà, les choses évoluent tellement vite, ces équipes nous ont tellement habitués à un parcours en dents de scie. Soilio? Mais moi, je suis un peu surpris. Lorsqu'on dit que la SEC de feu, mais la SEC a éliminé quelle équipe du COE? C'est une équipe de réserve, de réservistes du COE que la SEC a éliminé. Comme le disait tout à l'heure Seydou, il n'y avait pas des ténors, il n'y avait pas seulement Okansé, et Zougoula, il y avait d'autres. Les Ouattara, tout cela n'ont pas joué. Parce que les dirigeants du COE ont décidé d'aligner une équipe de réservistes par rapport à leur déplacement périlleux qu'on appelle à Oman. Pour eux, c'était d'abord le déplacement à Oman. Mais malheureusement pour eux, il y a eu un changement de calendrier. Et ils ont décidé de mettre une croix sur la Coupe nationale. Ils vont se consacrer au championnat et à la Ligue des champions. Donc là, on ne peut pas juger vraiment du retour de la SEC sur ce match. Alors, qu'est-ce qu'on retient, mais qu'est-ce qu'on retient de l'AFAD et puis de l'Africa qui vont se retrouver ce dimanche? On sait que l'Africa Sport qui a perdu son match de la Coupe nationale, et puis l'équipe de l'AFAD aussi, qui est en danger quand même pour son déplacement face à l'équipe de Coton Sport. Est-ce qu'on aura droit à un match très équilibré ce dimanche? Le match sera disputé, le match sera très intéressant entre une équipe de l'AFAD qui ne veut pas quitter les sommets de la Ligue 1 et une équipe de l'Africa qui, pour le championnat, a le vent en poupe. La saison de l'Africa est allégée du fait de l'élimination de la Coupe nationale. L'Africa va se concentrer uniquement sur le championnat. Donc l'Africa peut être dangereux. Mais l'AFAD va se présenter entre 2 matchs de Coupe d'Afrique, certes. Mais l'AFAD va se présenter avec des certitudes. Le travail de Sokoya commence réellement à porter ses fruits. Et cette équipe de l'AFAD a un atout que la SEC n'a pas véritablement, la régularité dans la performance. La performance de la SEC à Kadiogo était très bonne. Celle du COE, elle est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne peut pas dire que le COE a laissé filer le match. Mais on peut dire que si c'était un match de championnat, le COE n'allait peut-être pas se laisser battre de la sorte. Donc il faut relativiser. Mais ce qui est dommage, c'est que cette équipe de la SEC ne donne pas dans la régularité que l'on attend de quelqu'un qui a des bases solides, de quelqu'un qui a des ambitions solides. C'est ce qu'il faut régler du côté de nos anciennes grosses écuries que sont l'Africa et la SEC. Capable d'un coup d'éclat, mais capable de nous donner un match de rien du tout la semaine d'après. L'Africa, allez-y, Aka. Oh, moi, j'ai pas. Disons que jusqu'à présent, moi, je ne crois pas à un réveil continuel de l'Africa. Peut-être qu'il y a eu un effet psychologique avec l'arrivée du nouvel entraîneur, mais il faut attendre une série
une série pour essayer de juger véritablement du renouveau de cette équipe. Bon, vous allez me dire qu'une défaite contre l'Atlantique, ce n'est pas... L'Atlantique, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Athletic. Voilà, contre l'Atlantique, ce n'est pas... Mais l'Atlantique, vous n'avez pas tort, vous n'êtes pas trop loin de la mer. Donc. Non, ce n'est pas aussi déshonorant que ça. Oui. Mais on s'attendait effectivement à une continuité. Par contre, au niveau de la FAD, je ne sais pas si ils ne seront pas embarrassés. Est-ce qu'il faut jouer? Bon, est-ce qu'il faut jouer crânement contre l'Africa au risque de prendre des blessures? Est-ce qu'il faut... Il y a tout un tas de paramètres. Il y a un gros dilemme pour la FAD. C'est ça. C'est le problème de toutes les équipes qui sont engagées sur plusieurs fronts. Parce que avoir un match de cette ampleur intercalé entre deux matchs de Coupe d'Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau. Et puis quand on sait que l'effectif de la FAD est un effectif assez jeune, est-ce qu'ils vont pouvoir gérer la régularité au niveau? Parce qu'on l'a vu au niveau du championnat, très souvent, c'est ce qui arrive. Choix, certainement. Voilà. Et puis avec l'Africa, comme le disait Aka, moi je ne crois pas à un réveil. Je ne pense pas que ce soit un réveil. Il y a eu un effet psychologique, mais on a vu le coup d'arrêt face à l'Athletic. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Et qui peut jouer, hein, certainement. Oui, effectivement, bon, c'est difficile de le dire. Mais pour moi, je l'ai dit au cours d'une de nos émissions ici, que le vrai test de l'Africa Sport, ce serait contre la FAD. Contre la FAD, parce que la FAD, c'est quand même l'une des meilleures équipes. Mais malheureusement, ça arrive à un moment où la FAD est... Une des meilleures équipes de ce championnat. Au niveau du jeu, il y a des certitudes. Il y a du jeu chez les gens, chez les gamins de la FAD. Maintenant, l'Africa Sport, c'est vraiment le test grandeur nature, voir véritablement si l'Africa Sport est de retour. Est-ce que la FAD va jouer à 100%? À 100%, la grande question. Est-ce que la FAD va jouer à 100%? C'est la question qu'on se pose. Oui, parce que, à moins que ils ne considèrent le match de Garoua, c'est ça? Garoua, oui. Comme un tremplin pour essayer de se solidifier. Pas forcément en faire un objectif. Parce que s'ils veulent aller réaliser l'exploit à Garoua, ils sont obligés de faire peut-être l'impasse lors du match contre l'Africa et réserver toutes les forces. Je crois que, je le disais la dernière fois, hein, la FAD éliminée à ce tour de la Coupe, ce n'est pas dramatique. On ne construit pas une grande équipe en 5 ans. On ne construit pas une grande équipe en 5 ans. Il faut de la patience. Eh bien, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, il faudrait que la FAD soit à 120% de ses moyens pour aller défier le Coton Sport de Garoua sur ses bases. Et est-ce que la FAD en a véritablement les moyens? Parce que la gestion d'une équipe ne se fait pas seulement au moment du match sur le plan tactique, sur le plan stratégique. Il y a également une gestion sur le plan physique. Il faut que les organismes tiennent le choc, et sur le plan psychologique. Voilà le travail que doit faire ce pays. Alors, Tchétché, mais vous êtes en ligne. Juste un mot sur cette rencontre très attendue dimanche au stade Robert Champrou de Marcory entre l'Africa Sport d'Abidjan et puis la FAD. Oui, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous les invités qui sont sur le plateau, à tous les consultants qui sont sur le plateau. Ben, écoutez, l'Africa Sport d'Abidjan n'a plus que le championnat pour sauver sa saison. Et je pense qu'après sa défaite face à l'Athletic d'Agamé, ils ont tout intérêt à se battre forcément contre la FAD pour préserver son rang, même s'ils sont 7e. La FAD est 2e. La FAD, que vos invités l'ont dit sur le terrain, ils ont été battus par le Coton Sport de Garoua. Et donc, je pense que ça devait être un match ouvert. Parce que la FAD n'a plus droit à l'erreur. L'Africa aussi doit progresser. Et donc, si l'Africa, avec son gardien de but qui vient d'être appelé en équipe nationale, qui est en pleine forme... Et qui est resté sur le banc de touche. Hein. Pardon? Non, continuez. Oui, il est resté sur le banc de touche, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, Sébastien. Alors, donc, s'il est en forme et Olivier Kofikan et autres sont en forme, je pense qu'il pourrait sortir un grand match. Mais ils ont été éliminés
en Coupe nationale parce qu'ils ont pris l'athlétisme d'Adjamé de haut. Voilà, ils n'ont pas respecté cet adversaire. Ils ont la face, ils connaissent très bien. Je pense que il serait bien de jouer ce match de la forme. De toute façon, ce serait un match ouvert. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Tchétché Aimé, pour votre participation. Dimanche, rendez-vous donc au stade Robert Champrou pour ce match entre l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan et la FAD. Et déjà samedi, la SEC Mimosa sera face à l'entente sportive de Benjerville. C'est aussi un match important à suivre. Merci donc pour votre participation. On va donc dans quelques minutes donc attaquer la dernière partie donc de cette émission, troisième mi-temps. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, un événement très attendu au mois d'août, c'est l'Afro-Basket, la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. Eh bien, on a titubé un peu en Côte d'Ivoire, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'il y avait un premier comité qui n'a pas eu beaucoup de journées, qui finalement, longue vie, et qui finalement a jeté l'éponge. Il y a un autre comité qui s'est réinstallé. Eh bien, ce comité a réussi à lancer donc officiellement l'événement. Celui qui a participé pour nous, c'est bien Daniel Kobi Kwalo. Après 1985, la Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations de basketball hommes, Afro-Basket, du 20 au 31 août prochain. La cérémonie officielle de lancement de la 27e édition de l'Afro-Basket s'est déroulée en présence du ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognan, des partenaires et des acteurs du monde du basketball. Le président du comité d'organisation, Aboubakar Sidiki Fofana, s'est réjoui de l'intérêt accordé par les invités présents à cet important événement. La Côte d'Ivoire nous regarde, le monde, l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde et nous vous demandons de vous joindre à nous pour qu'ensemble nous soyons tous fiers pour accueillir l'Afrique. La balle est lancée et chacun devra jouer sa partition. Pour Touré Boubakari, le président de la Fédération ivoirienne, ce jour est un grand jour. L'Afro-Basket en Côte d'Ivoire demande l'adhésion de tous. Nous avons besoin du soutien de nos hommes politiques, de nos religieux. Faisons en sorte qu'après le 31 août, on puisse dire que la Côte d'Ivoire a bien organisé l'Afro-Basket et que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la 3e fois. Le ministre Alain Lobognan, en charge du sport, a rassuré le monde du basketball de la tenue effective de ce grand rassemblement de la jeunesse africaine avant d'inviter les annonceurs à accompagner le COCAN dans l'organisation et la promotion de cette grande fête. L'organisation de l'Afro-Basket est donc un défi à relever par toute la Côte d'Ivoire, dont la signature ne saurait être reniée pour quelque motif que ce soit. C'est vrai que les étapes à franchir sont encore importantes, très importantes même, mais la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus donc au discours. L'heure est à l'action. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut que la Côte d'Ivoire abrite, comme prévu, l'Afro-Basket 2013. La Côte d'Ivoire est fière d'accueillir l'Afrique et veut mettre un point d'honneur à la réussite de la 27e Coupe d'Afrique des Nations Afro-Basket après 2 rendez-vous manqués, 2005 et 2011. Voilà, nous avons écouté donc le ministre des Sports. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré, vous pensez que tout sera prêt? Parce que quand on voit au niveau des stades, vous êtes... Un mois. Moi, je suis au mois vraiment d'août. inquiet. Je pense qu'il y a encore 5 mois, mais je suis assez inquiet parce qu'il y a 2 paris fondamentalement pour moi qu'il faut relever. Il y a celui de l'organisation qu'il faut réussir. Et je pense qu'à 5 mois, commencer à 5 mois, l'organisation d'une compétition dont on a acquis le droit d'organiser il y a pratiquement plus d'1 an, 2 ans, je pense qu'on s'y prend un peu trop tard. Le deuxième élément, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Jusqu'alors, on parle d'organisation. On vient de lancer la cérémonie officielle de l'organisation de cette compétition en Côte d'Ivoire. Mais personne ne parle de la sélection nationale.
On ne sait pas, oui. On sait que Denis est parti, il y a un nouveau qui est arrivé. Et dans quelle disposition se trouve l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? À 5 mois de voilà, à 5 mois de la compétition, dans quelle forme se trouve la sélection ivoirienne qui a été vice-championne d'Afrique, il ne faut pas l'oublier, hein, qui est vice-championne d'Afrique en titre et qui joue maintenant sur ses bases et qui doit viser le trophée. Le ministre l'a dit. L'heure est à l'action. Il faut gagner peut-être cette compétition. Le président du comité d'organisation de l'Afro, en fait de la CAN 2013. Monsieur le Président Fofana Boubacar Sidiki, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'au niveau des stades, pour cette compétition, tout sera prêt en 5 mois? Je comprends les inquiétudes, mais moi je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que on a l'impression que c'est à 5 mois qu'un comité a été mis en place, mais le comité n'a pas été mis en place il y a seulement 5 mois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des travaux immenses qui ont été exécutés. Le palais des sports sera livré dans les délais. Moi, je voudrais rassurer la communauté sportive de Côte d'Ivoire que ces actions sont menées de sorte à ce que cette activité-là, cet événement-là soit une réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que le comité d'organisation a été nommé seulement maintenant que rien n'a été fait avant. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà réalisées et il n'y a pas de doute sur la réalité et la tenue de cet événement en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, oui. Ma question, c'est à 2 volets. Qu'est-ce qui a été réalisé concrètement et à quel niveau sommes-nous au niveau du Palais des Sports? Parce que là, le Palais des Sports, ça devient un serpent de mer. Je suis d'accord avec vous. La remise en l'état du Palais des Sports a commencé il y a bien longtemps. Mais ce qu'il faut retenir, au niveau de la rotonde du Palais des Sports, la salle principale, nous avons quasiment fini. Il nous reste uniquement, au niveau des exigences de FIBA, à nous assurer de la luminosité qui est requise, à nous assurer aussi de déplacer juste les panneaux lumineux et nous assurer aussi, enfin, que la loge présidentielle, pour laquelle déjà l'architecte a déjà défini les modalités, soit mise en place. Et nous nous donnons 2 mois pour réaliser ça. La première question, c'est qu'est-ce qui a été fait? Voilà. La première question, qu'est-ce qui a été fait? Mais moi, je vous donne déjà ce qui reste à faire. Ce qui a été fait, nous avons déjà tout le paquet qui est prévu aux exigences et au nombre de FIBA disponibles. Tout ce qui est l'ameublement de la salle a été déjà fait. Donc la salle est prête pour la compétition aujourd'hui. Seulement la question de la luminosité et la question de déplacement des panneaux lumineux et la loge présidentielle demeure. Alors Président, allez-y. Oui, Président, bonsoir. Bonsoir. Oui, Président, quand on organise une compétition, il y a toujours 2 éléments qui ressortent. Il y a le défi de l'organisation et le défi sportif. Et, je suis d'accord. Voilà, et nous avions souvent brillamment relevé le défi de l'organisation. Mais Président, est-ce que nous avons quand même, pour cette année, pour l'Afrobasket, nous avons quand même quelques doutes, Président. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu une 2e salle? Qu'en est-il des terrains d'entraînement des équipes visiteuses? Parce que c'est également une exigence de la FIBA. Donc voilà, Président, déjà au premier niveau, on a déjà quelques doutes. Il faudrait peut-être les dissiper pour nous. Mais nous n'avons pas exclu la possibilité d'avoir une 2e salle. C'est pas ce que j'ai dit. Au niveau du palais des sports, j'ai parlé de la salle principale. À côté de la salle principale, nous avons le hall des sports qui est aujourd'hui, nous avons organisé une visite et nous sommes en train de couler la dalle. Donc cette 2e salle-là sera prête pour la compétition. Et avec cette salle, nous allons aussi donner une salle d'entraînement. Donc en termes d'héritage, nous allons laisser au monde du basket un palais des sports flambant neuf
un hall de sport qui répond aux exigences FIBA et une salle d'entraînement qui est aux normes modernes. C'est où cette salle? Les salles d'entraînement, ce sera où? C'est où? Vous pouvez citer des salles d'entraînement? Il y aura donc une salle d'entraînement au Palais des Sports. Nous avons aussi sélectionné la salle du GSPM au niveau des sapeurs-pompiers comme deuxième salle d'entraînement. Et nous avons sélectionné aussi le forum de l'université comme troisième salle d'entraînement. Donc, au niveau du défi organisationnel, je peux vous rassurer que tout est mis en œuvre pour que la tenue de cet événement soit une réalité. Moi, je peux comprendre les inquiétudes qui sont formulées ici et là, mais je vous rassure que la Côte d'Ivoire sera en mesure de tenir les échéances. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, vous nous rassurez, parce qu'on a vu des compétitions organisées à la va-vite, et on a vu ce que ça a connu, surtout avec le handball. Le handball, oui. Bon, il y a un autre aspect qui ne vous concerne peut-être pas directement. Et j'allais en parler. C'est l'aspect sportif. Si au niveau organisationnel, vous nous rassurez, par contre, vous comprenez bien notre inquiétude par rapport à notre équipe nationale. Je comprends. Voilà, une équipe nationale qui a été vice-championne d'Afrique ne se prépare pas en 5 mois pour remporter le trophée continental. Donc peut-être que sur le plan organisationnel, on est rassuré, mais en tout cas, ce qui nous inquiète, c'est beaucoup plus sur le plan sportif. Bon, sur le plan sportif, moi je ne doute pas aussi du programme que mon frère aîné, Boubacar Touré, a mis en place. J'ai l'occasion d'échanger avec lui et il m'a souvent parlé de cet aspect. Et je parle sous son contrôle. Il confirme que l'équipe nationale sera prête à relever le défi de l'afro-basket. Moi, je lui fais entièrement confiance, et à lui et à son équipe, et je pense que c'est une très belle fête. Alors, Président, est-ce qu'il a... juste pour vous dire que si maintenant c'est la Fédération ivoirienne de basketball qui va s'occuper réellement de la préparation de cette équipe, bon, on espère que... Ce qui est rassurant, c'est que le président communique sa foi. Et je pense qu'il y a tout lieu de croire à ce qu'il dit, parce que un monsieur de cette trempe ne se lance pas comme ça au hasard. Par contre, ce qui nous avait inquiété un peu, c'est la démission du comité d'organisation précédent et qui avait laissé peser quelques doutes. S'il nous rassure vraiment, c'est tout à son honneur. La question que je voulais lui poser... Allez-y, Président. Oui, alors je comprends que la démission du président sortant ait jeté le doute dans l'Assemblée. C'est tout à fait compréhensible. Mais j'aimerais aussi rassurer l'opinion nationale que ce n'est pas l'ensemble du comité d'organisation qui a démissionné. Bon, président, c'est la tête qui a démissionné, mais la queue est là, quoi, en fait. Président. Je ne formulerai pas avec ces mots, mais je dis tout simplement que le président a démissionné. Bien entendu. Et l'équipe, le statut est resté en place. D'accord. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Il faut lui reconnaître tout ce qu'il a eu à faire. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Beaucoup de choses ont été conçues. Beaucoup de choses ont été réalisées. L'équipe, le statut de l'équipe est en place. Il ne s'agit plus pour nous que de faire prendre la mayonnaise et d'avancer. Alors, Président, juste une question avec Koulibaly. Une question. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes dans votre tableau de marche prévu depuis que le comité d'organisation a été mis en place? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand est-ce que le palais va être livré réellement? Et puis, à quel moment est-ce que les tickets vont être mis en vente? D'accord. OK. En ce qui concerne
Pour une autre émission. Alors, messieurs, voici ce que nous dit le président du comité d'organisation de l'Afro-Basketball. Eh bien, aujourd'hui, il est question de croire, parce qu'il nous a donné tous les signes, il a répondu à nos questions. On espère que de bonne foi, les choses vont se dérouler de cette manière. Choualio, vous avez quelques doutes quand même, quelques inquiétudes encore? Pas de doute. On espère que la fédération aura maintenant le plein pouvoir pour... On espère que le comité d'organisation sera prêt, sera au rendez-vous de cette... C'est une CAN, c'est un moment important du basketball africain. Et je pense qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour éviter qu'il y ait des couacs, parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est engagée dans cette affaire. Surtout que... Moi, je n'ai pas d'inquiétude au niveau de l'organisation peut-être, mais au niveau de l'équipe nationale, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Parce que je ne pense pas qu'en 5 mois, on puisse remettre à flot cette équipe pour la rendre assez compétitive pour aller chercher le titre. Le défi de l'organisation est très, très important. Surtout qu'au niveau du taekwondo, ils ont réussi un exploit qui n'est pas passé inaperçu au niveau du monde entier. Bien sûr. Ils ont mis la barre très haut et c'est un véritable défi pour le comité d'organisation de l'Afro-Basket de réussir tout aussi bien, sinon mieux que ce que le taekwondo nous a montré. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et puis, moi, effectivement, Koul a raison. On ne peut pas préparer une équipe en 5 mois à aller gagner une Coupe d'Afrique. Bon, là, il y a aussi problème. C'est un véritable problème. Et puis là, dans ce pays, ça... La volonté des joueurs. Non, mais la volonté ne suffit pas. L'impréparation peut... Dans ce genre de compétition, lorsque vous n'êtes pas bien préparé, l'échec est programmé. Voilà, Choualio, en tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau, partager avec nos téléspectateurs un peu quelques inquiétudes. Nous pensons qu'au niveau de l'Afro-Basketball, eh bien, pour la CAN, les choses sont parties. Samedi déjà, on aura le tirage au sort des poules de cette Coupe d'Afrique des Nations de basketball. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.